Madame, Monsieur, bonsoir. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous donne rendez-vous pour ce nouveau numéro de préface. Et ce soir, je vous propose un préface particulier. Ce préface se veut avant tout comme un navire, comme un voyage. Nous allons partir au cœur du temps et de l'espace, voyager avec une plume. Une plume à la fois voluptueuse mais aussi douce et violente. Une plume qui nous emmène dans le tumulte d'une âme, une âme qui essaye de se comprendre, qui essaye de se retrouver dans un monde qui ne se connaît pas lui-même. Nous allons à la rencontre d'une plume qui voyage parfois d'un sentiment avec beaucoup de pudeur. Elle nous parle d'amour, elle nous parle de désarroi, mais sans jamais nous abandonner au désespoir. Cette plume, c'est celle de Halima Abidet qui signe en cette année 2025 son 4e recueil de poésie. Ma main est une poignée de valises. Halima, bonsoir, merci. Oui, bonsoir, merci à vous pour l'invitation, de m'honorer de votre invitation, ce qui me permet déjà de présenter mon recueil et surtout de prendre un premier contact avec un public. Avec un public qui veut de la poésie, avec un public qui aime les mots. On le voit ici au Salon du Livre d'Alger, ce n'est pas votre première fois, ce n'est pas votre premier recueil. Vous avez un univers qui est particulier, mais avant de parler de ces mots que vous savez assembler avec tant de justesse, avec tant de douceur, mais à la fois de violence, vous nous emmenez dans un monde réel, vous nous ramenez vers l'imaginaire, tout ça. À la fois, j'aimerais que vous nous parliez de cette couverture, de la couverture de ce livre. Elle est particulière et elle symbolise quelque chose pour vous, Halima. Oui, tout à fait, parce que mon éditeur et moi-même avons fait le choix cette fois-ci de trancher sur une couverture qui sorte un peu des stéréotypes de la couverture poétique qui est généralement abstraite, avec des éléments abstraits, ce qui est l'essence même de la poésie. On a voulu faire une couverture qui soit plutôt d'essence cinématographique, comme une affiche de cinéma. Finalement, cette couverture, elle ressemble un peu à ce recueil, à ce 4e recueil. Est-ce que vous avez l'impression que ce 4e recueil est Ma main, je rappelle, Ma main et poignée de valises aux éditions ANEP est un peu le recueil de la maturité pour vous, parce qu'il est imagé, quand il est imagé, on rentre dans un univers, vous parlez de la terre de Palestine, on voit la terre de Palestine, on voit l'attachement que vous avez pour la terre de Palestine. Vous parlez aussi d'expérience personnelle, c'est très cinématographique finalement. Est-ce que elle est reliée à cette maturité peut-être littéraire que signe ce 4e roman? Oui, tout à fait. Justement, vous faites bien de relever, puisque le contenu de ce recueil est très visuel. C'est-à-dire, je l'ai voulu, en fait, lire mes poèmes comme si on regardait quelque chose. Et donc c'est pour ça que vous avez remarqué, j'ai fait en introduction des textes en prose, poétique bien sûr, pour faire une situation. C'est-à-dire qui, quand, où, qui répondent de manière poétique à ces questions-là, qui sont des situations qui, après, éclatent en poésie. Et donc c'est effectivement une démarche cinématographique, d'où donc l'affiche, parce que la couverture, qui doit être ce fond qui remonte à la surface. Parce qu'une couverture, c'est fait aussi pour dire des choses de ce qu'on écrit. Donc je l'ai voulu tout de suite compréhensible, c'est-à-dire vous avez vu, elle est dénudée comme ça, il y a un personnage, une valise, donc on comprend. Il y a une atmosphère, c'est une atmosphère nostalgique. Il y a aussi un regard qui est introspectif, suggéré par ces yeux fermés de la dame à la valise. C'est-à-dire que c'est tourné, c'est peut-être des valises, mais c'est tourné vers l'intérieur. C'est un regard introspectif, comme vous l'avez dit. Même le titre, on va rester toujours, on n'est pas encore à l'intérieur, on reste sur les premières impressions de ce recueil de poésie. Le titre, Ma main et poignée de valises, qu'est-ce qu'il inspire? Parce que moi, quand je l'ai vu, on a l'impression que vous nous prenez, comme le dit d'ailleurs Al-Srima Taraf dans la préface, on a l'impression que vous nous prenez par la main et vous nous emmenez dans un voyage à la fois à l'intérieur, mais c'est aussi un voyage qui jette un regard assez acerbe sur le monde dans lequel on vit, mais
même si l'espoir est toujours là. Et on va revenir sur ce jeu incroyable qui est là entre l'espoir et le désarroi. Bien sûr. Bon, si ça, l'espoir, le désarroi, c'est la vie, hein, je dirais, c'est tout à fait ça, la vie. Et quand je dis ma main est poignée de valise, j'ai vraiment fait corps avec cette poignée de valise, parce que c'est quand même ma main qui écrit. Et c'est celle qui aussi prend ma valise, et, parce que c'est pas spécialement moi, hein. Il y a bien sûr un auteur parle toujours de lui, de sa vie, mais j'y parle aussi beaucoup de la vie des êtres humains. Donc c'est une valise qui voyage à travers le monde, à travers l'humanité, dans ses abysses, dans ses tourments. Justement, vous nous emmenez voyager au cœur de l'abysse humain, au cœur de ce que l'humain a finalement de plus simple, qui est le quotidien, mais aussi au cœur de ce qu'il a de plus fabuleux, qui est la foi, qui est la croyance, qui est l'espoir en des lendemains et des avenirs meilleurs. Est-ce qu'il y a eu un fil conducteur? Vous avez parlé d'écrit. Comment s'est passée cette période de l'écrit de ce roman? Parce qu'on sent que il y a une part de vous à l'intérieur de ce roman. Et c'est pour ça que je vous parle de maturité. Ce quatrième recueil, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau. On sent qu'il y a un souffle nouveau dans votre écriture. Est-ce que c'est le cas, et comment s'est passée cette aventure? C'est une aventure, comme vous le dites, aussi douloureuse que douce. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est beaucoup de travail, c'est énormément de concentration, parce que comme vous le savez, les poètes travaillent sur les mots, et non pas sur la phrase, non pas sur le vers. Et donc chaque mot vaut son pesant d'or. Il faut aller le tirer de là où il ne veut pas parler et lui faire dire ce qu'il ne dit pas obligatoirement en temps normal. Oui, j'ai fait ce voyage d'abord pour la valise, parce que je suis partie d'un constat très simple. Dans nos vies, on est tous entourés par des objets, dans nos vies. Dans nos maisons, on est entouré par des objets qui sont inertes, qui sont aphones, qui ne parlent pas, et qui pourtant disent beaucoup de nous, transportent beaucoup de choses de nous. Et c'est pour ça que je parle d'archéologie de la valise, c'est-à-dire j'ai eu la démarche de cet archéologue, mais de l'émotion. C'est-à-dire de l'émotion qui va chercher ce que nos objets disent de nous. Parce que ces objets, ils correspondent à un moment donné de nos vies. Ils correspondent peut-être à un virage de nos vies, à une douleur, à un décès. Et je parle de tout ça à une naissance, à des moments heureux, des moments malheureux, où un objet représente pas quelque chose, un bijou. Mais plus je m'enfonçais dans cette thématique, et plus l'objet valise me sautait aux yeux comme un objet qui s'est imposé à moi. C'est-à-dire celui qui parle le plus de nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on transporte dans nos valises, qu'est-ce qu'on y cache, quels sont les choix qu'on opère quand on fait nos bagages. On doit partir en voyage par exemple, il y a immanquablement, je ne sais pas si vous en êtes, mais il y a beaucoup de gens qui laissent leur valise traîner pendant une semaine, à savoir ce qu'ils doivent y mettre, y retirer. Donc, alors je ne parle même pas des voyages d'exil par exemple, des bagages de haraga, des bagages de ces gens qui vont sans aucun espoir peut-être de retour. Alors qu'est-ce qu'ils emmènent avec eux? Immanquablement ce qu'ils ont de plus précieux. Et donc ce qu'ils ont de précieux, immanquablement on fait des choix. C'est-à-dire des choix qui parfois taillent dans nos chairs. C'est-à-dire des choix très intimes, des choix parfois futiles et très souvent cornéliens. Finalement, d'ailleurs, vous le dites dans la présentation de votre livre. Est-ce que finalement, ce que vous me dites, votre écriture de la poésie en général et même de la prose en poésie que vous avez mis au cœur et au début de ce recueil, est-ce que votre écriture, elle est plutôt spontanée ou elle est réfléchie? Vous essayez vraiment de répondre à un besoin qui est la compréhension et de vous-même et du monde qui vous entoure? Les deux en même temps, c'est-à-dire ça a toujours été cette empathie et ce désir d'aller dans les abysses de l'être humain, les miens d'abord bien sûr et ceux des gens qui m'entourent, mais c'est en fait les deux. Ceci n'empêche pas que
Après ça, après réflexion, bien sûr qu'il y a beaucoup de réflexion quand on écrit un poème aussi dur, comme vous dites, mais aussi doux, aussi tel que l'est la vie. Obligatoirement, il y a un travail au niveau intellectuel, parce que il faut bien intellectualiser un peu nos sujets. Mais après, quand j'écris, bien sûr, c'est du travail un peu plus ardu parce que on est justement pour ce mot qui est notre matière première. La matière première chez un poète, duquel comme l'est un minerai, comme l'est un parfum, par exemple, une essence de parfum, avec laquelle vous pouvez faire une déclinaison de parfum. Donc nous, on va tirer dans ce mot-là ce qu'il a de plus essentiel dans ce que nous voulons dire. Et donc, obligatoirement, il y a du travail. Donc, c'est en même temps une réflexion, c'est en même temps beaucoup de nuits blanches, et c'est en même temps un travail, j'allais dire, sur le mot de manière assidue et auquel on revient, qu'on laisse reposer pendant quelques temps, auquel on peut revenir une semaine après, un mois après, et même à la veille de la remise du document vers l'éditeur. J'en profite d'ailleurs en disant l'éditeur, et je vois ANEP ici, pour vraiment vivement remercier mon éditeur, l'ANEP, parce que je sais combien il est difficile en ces temps de publier de la poésie, et l'ANEP quand même se fait met un point d'honneur à en publier. J'en suis à la 3e publication avec l'ANEP, et je les remercie énormément. D'ailleurs, il faudrait peut-être organiser des tables rondes, etc., autour desquelles on pourrait discuter, parler des problèmes de l'édition, et particulièrement de l'édition de la poésie qui, comme on le sait, n'est pas sur le plan financier rentable et pas... Voilà. On va essayer de répondre à votre demande, et je vais vraiment essayer d'en parler à mes collègues parce qu'il y a d'autres enjeux qui rentrent. Il y a bien évidemment le fait de lire en ligne, il y a beaucoup plus, il y a la technologie qu'on suit. Peut-être même on attendra de vous un recueil pour revenir sur cette question épineuse. Peut-être, on ne sait pas l'avenir. Oui, je reviens à votre roman. Il y a quelque chose, votre recueil, excusez-moi. Il y a quelque chose qui m'a interpellée. Il y a à la fois beaucoup de violence dans votre recueil. Vous parlez avec beaucoup de violence de la réalité de la vie. On a l'impression que la vie ne vous fait pas peur telle qu'elle se présente à vous. Il y a beaucoup d'abnégation. Mais dans ce monde, dans ce recueil qui porte une certaine violence, il y a une douceur incroyable. Il y a une douceur qui flotte entre une page et une autre. On sent qu'il y a beaucoup de douceur. Excusez-moi, la question peut être un peu personnelle. Est-ce que ces tensions qu'on le ressent dans votre recueil, est-ce que c'est les tensions qui vous animent dans la vie? Vous êtes aussi enseignante, donc est-ce que c'est aussi ça qui a fait bouger les doigts pour écrire de façon aussi jolie? Merci pour le joli. Mais en fait, c'est pas uniquement mes tourments et mes tracas. Hein. Je pense que quand je regarde autour de moi, et vous savez qu'un poète regarde souvent là où les autres ne regardent pas. C'est-à-dire son champ de vision est souvent déplacé vers ces choses que les gens ne regardent pas. C'est pour ça que je mets à l'honneur des objets. Parce que les objets, c'est des objets inanimés. Et personne n'y fait attention. Et je me rends compte, enfin vous vous rendez compte là, combien ces objets parlent de nous. Donc cette tension et cette douceur, ces tracas, ces moments de joie, oui, ça parle de moi, mais comme moi, comme part d'une humanité entière. Justement, vous qui aimez tellement parler de l'humanité, parler à l'humanité, et j'ai pas envie de dire cette contradiction, mais je préfère dire tension, comme deux fleuves qui vous animent. L'un est emprunt à la violence et l'autre est emprunt à la douceur. Quelle est l'émotion que vous voulez transmettre à vos lecteurs? Quelle est l'émotion que vous voulez transmettre finalement à l'humanité? Vous savez, les auteurs, peut-être les poètes en particulier,
on est là pour tendre un miroir à l'humanité dans laquelle on évolue, aux sociétés dans lesquelles on évolue. Donc c'est pas moi qui suis violente, c'est pas moi qui suis. Je crois que c'est la vie qui est comme ça. Et je pars toujours du principe qu'il faut, quand on veut guérir de quelque chose, il faut faire le bon diagnostic. Donc ça ne me fait pas peur de parler de la violence de la vie, parce qu'il se trouve que paradoxalement, cette violence de la vie nous construit. D'ailleurs, j'ai juste une petite parenthèse, mon premier recueil s'appelait « Colère, qu'êtes-vous devenu ?» où j'ai interrogé dans le recueil cette chose qu'on appelle la colère, le ressentiment, la haine. Même dans le titre, le titre d'ailleurs. Exactement. Et donc je me dis, qu'est-ce que nous, êtres humains, nous faisons de nos deuils, de nos malheurs, de nos tourments, de nos colères, de nos haines, de nos jalousies, tous ces aspects qui sont en nous, et je n'ai pas peur de le dire. Qu'est-ce qu'on en fait dans la vie? On en fait obligatoirement, on doit les convertir en quelque chose, parce que s'ils restent à l'état brut, c'est nous qu'ils finissent par abîmer. Et pas, par exemple, la personne envers qui nous éprouvons de la haine. Ils finissent par abîmer la personne qui les ressent. Et donc, ça s'appelle « Colère, qu'êtes-vous devenu ?» où j'interroge cet aspect aussi de l'humanité. Mon deuxième recueil, par exemple, « Puisque tu es la mère », j'en parle juste rapidement, c'est toujours dans la même démarche. C'est un plaisir de vous écouter parler de vos œuvres. Merci beaucoup, que j'ai publié à l'ANEP, et donc où je fais une superposition entre la nature humaine et la nature de la mer. C'est-à-dire, nous, comme la mer, nous pouvons être des êtres lisses, nous pouvons être en vague, en colère. Nous sommes en même temps une surface et une profondeur. Et quand vous avez d'aller dans les profondeurs de la mer, comme dans les profondeurs de l'humanité, vous pouvez y trouver des choses très, très, très précieuses. Dans la mer, vous trouvez du corail, de très belles herbes, de très beaux coquillages. Et quand vous prenez la peine d'aller au fin fond de la nature humaine, vous pouvez y trouver cette douceur dont vous parlez. Le joyau de la douceur et de la bonté humaine. Tout à fait. Tout à fait. Halima, dans votre recueil, dans ce nouveau recueil publié en cette année 2025 aux éditions ANEP, vous faites un clin d'œil à un grand poète, un grand poète qui est Baudelaire. Vous faites référence à ces fameux fleurs du mal. Et permettez-moi aussi, là aussi, cette question qui peut paraître un peu personnelle, et même dans vos premiers recueils, on sent que vous avez un grand attachement à la grande et belle poésie, qu'elle soit algérienne, qu'elle soit occidentale et qu'elle soit du Moyen-Orient. On vous parlait de la Palestine et on sent en vous cet amour comme celui que portait Mahmoud Derwish. On sent en vous l'amour des mots. Permettez-moi de vous poser la question. Quelles sont vos influences? Quels sont les poètes qui vous ont influencé? Peut-être même les auteurs qui vous ont influencé? Ou les artistes, même, parce que même la couverture, il y a ce regard artistique. J'aime beaucoup le cinéma, c'est un de mes... en plus, après la poésie, c'est le cinéma. Surtout que je trouve que les deux sont souvent indissociables. C'est pour ça que j'ai essayé de faire j'ai eu cette démarche visuelle dans la poésie, où on lit comme on regarde. Maintenant, pour mes influences, vous savez, moi je suis une enfant de l'indépendance, donc j'ai baigné dans un univers, oui, où la poésie, la littérature était c'était le seul moyen de nous évader et en même temps d'être évadé et immergé. Donc oui, j'ai eu des influences heureuses, d'abord par nos grands poètes, nos grands écrivains, Mohamed Dib, Kateb Yassine, et surtout dans mon adolescence, la première anthologie qui a été réalisée par Jean Sénoc et qui avait fait une anthologie des poètes algériens post-indépendance. Et c'est là où j'ai rencontré Abdelmejid Kawa, qui vient de nous quitter. De nous quitter, où j'ai rencontré Septi, où j'ai rencontré Tengour, tous ces auteurs algériens qui étaient comme ça, qui ont surgi après l'indépendance, qui m'ont beaucoup influencé. Sinon, il y a eu effectivement Baudelaire. Baudelaire parce que j'étais adolescente au lycée et on avait à l'époque, des œuvres à étudier pendant l'année, une œuvre de poésie, une œuvre de roman algérien,
un roman en français en parallèle. Et donc Baudelaire, j'étais jeune et j'ai été vraiment très très impressionnée par cette audace qu'il a eue de d'écrire un recueil qui s'appelle Les Fleurs du Mal. D'ailleurs, je lui consacre une bonne partie comme ça où j'ai tout un chapitre sur les fleurs du mal d'aimer. C'est justement Voilà. pour ça que je vous en parle. Il y a même dans cette partie-là où on a l'impression qu'il est question de tristesse, finalement, vous décrivez la réalité humaine telle qu'elle est, vous décrivez la réalité de ce monde tel qu'il est, vous ne mettez pas de filtre tel qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que c'est un choix artistique d'apporter ce regard à la fois brut et sans artifice sur la réalité que vit le monde? D'ailleurs, en particulier, vous faites une promesse à la terre de Palestine. Pourquoi cette promesse, tout comme vous la faites d'ailleurs, à être capable d'aimer juste pour rendre le monde meilleur, après l'amour, justement? D'être capable d'aimer après l'amour, oui, parce que moi je pense qu'elle est comme ça, la vie, c'est pas moi qui suis comme ça. Moi je suis là pour sentir, pour effleurer, pour prendre le pouls de l'humanité dans laquelle j'évolue. Et c'est comme ça que je le sens, de manière subjective peut-être. La poésie est le genre subjectif par excellence qui s'adresse aussi à la subjectivité des autres. Et donc c'est ma sensation à moi, mon diagnostic à moi. Concernant la Palestine, oui, c'est quand j'ai fait ce texte qui s'appelle, en référence aussi à ma valise, j'ai fait un texte qui s'appelle Kéfiran. Vous remarquerez que kéfiran est ce qu'on appelle un mot valise, c'est-à-dire qui est fait de deux particules, donc le kéfier, cette écharpe si particulière à la Palestine, et errant. Encore vous faites parler les objets. Exactement. Donc kéfiran, ils sont en même temps, c'est des errants, ils errent, vous avez vu, et ce symbole du kéfier. Donc j'ai fait un mot valise comme ça, en mettant deux particules, Palestine errant, kéfi errant, gaz acide, qui répondent aussi à ma problématique. Et donc c'est, par exemple, pour les Palestiniens, eux n'ont même pas le droit à la valise, tant ils ont été dans un premier temps invisibilisés, dans un deuxième temps animalisés. Et donc quand je parle des Palestiniens, je parle de leurs ballots, de leurs ballots, comme des animaux. Vous voyez, et c'est comme ça le regard qui a été jeté sur eux. Des ballots, c'est plus des valises, mais c'est des contenants. Parce que, en fait, mon sujet, c'est ça. Qu'est-ce qu'on transporte dans nos ballots, dans nos valises, dans nos sacs, dans nos malles, dans nos coffres? Qu'est-ce qu'on met dans nos coffres? Et chez les Palestiniens, je me suis posé la question, à savoir peut-être pour éloigner de moi cette douleur de voir. Donc je laisse mon esprit vagabonder à me poser la question, qu'emportent-ils dans leurs ballots? Nécessairement des choses qui leur sont très précieuses. Très bien, Halima, on me dit qu'on arrive à la fin du temps imparti. Il nous reste encore 2 petites minutes. Est-ce que vous nous feriez le plaisir de partager avec nous quelques mots de votre recueil, par une petite lecture peut-être improvisée là maintenant? Improvisée peut-être, un tout petit. Il nous reste à peine 1 minute si vous nous faites bien le plaisir peut-être de choisir un de vos textes et le partager avec nous. Peut-être choisir celui déjà qui porte comme ça le titre de mon recueil. Donc, on vous écoute avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, il s'appelle Poignée de valise. Je parle d'un couple, là, une séparation. Ils éludèrent fugueusement la bise qui, même conventionnelle, risquait de les anéantir à nouveau l'un en l'autre. Juste des adieux, du bout des yeux, du bout des doigts, qui s'effleurent à peine et sans l'avoir vraiment voulu, en gestes confus autour d'une valise. Que de valises d'hiver et d'été, d'aventure ou d'habitude, de voyage d'hibernation, audace, renoncement, liberté, enfermement. Valises si variées et toujours la même poignée. Coulée dans la texture de ta peau, la nostalgie de ton essence, la certitude qu'être, c'est aimer encore après l'amour. Ma main et poignée de valise.
Merci Halima Abdet, ma main et poignée de valise justement aux éditions ANEP, votre dernier recueil. Merci de m'avoir accompagné pour ce préface et merci de nous avoir partagé ces quelques mots empreints d'espoir mais aussi de douceur. Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir invité encore une fois. Très Quant à heureuse. vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al 24 News. Et n'oubliez pas, nourrir l'imaginaire est toujours important. Excellente suite des programmes.